une fois de plus, nous avons sur ces plateaux de Télé 7 M. Ludo De Witt, qui a publié un ouvrage chez Cartala, Les Afriques, l'assassinat de Lumumba. Curieusement, cet ouvrage n'est pas publié en Belgique, mais il est publié à Paris. On ne sait pas si la Belgique ne voulait pas qu'on en parle sur place. Ludo De Witt, c'est un flamand, belge flamand, qui a pris tout son temps de faire un tour à travers le monde. Il a eu accès aux archives, mais il est à Kinshasa pour le moment, de passage. Peut-être demain, il va retourner chez lui. On voulait d'abord lui poser la question, pourquoi Ludo est passé à Kinshasa en ce moment. Ludo, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir chez vous. Je suis au pays essentiellement pour préparer un nouveau livre, parce que je suis en train de préparer le complément du livre sur l'assassinat de Lumumba, un livre sur l'ascension de Mobutu, les années 64-65, et le rôle de l'Occident dans la mise en scène de Mobutu. Pour cela, je fais des interviews ici dans le pays avec des acteurs politiques qui étaient actifs à l'époque. Je suis aussi en train de tisser des liens avec le monde académique pour réfléchir à l'établissement d'un centre de recherche et de documentation sur le nationalisme congolais et africain, à laquelle j'aimerais bien participer et mettre à la disposition des chercheurs congolais mes archives. J'en ai aussi profité pour chercher l'endroit où Lumumba a été exécuté, et je crois que finalement j'ai retrouvé cet endroit. Il faut quand même une contre-expertise, mais en tout cas mes conclusions sur ce plan-là sont à la disposition des autorités congolaises dès qu'ils croient qu'il est utile de s'en servir. Oui, sur ce plateau, nous avons M. Yana Dikoupa, qui est du groupe de presse L'Avenir, qui va aussi interroger M. Ludo. Donc, c'est le potentiel et l'avenir qui interroge M. Ludo, pour quand même que la vérité sur notre propre mémoire collective soit quand même dite. Yana, je ne sais pas si tu as la question. Oui, je voulais poser cette question à M. Ludo. Vous avez commencé les démarches quand et pourquoi Lumumba vous intéresse si tant? Et aujourd'hui, vous voulez participer en fait à l'éclosion du nationalisme congolais, au moment où au Congo, il y a des politiciens qui pensent que le nationalisme c'est quelque chose de passé et nous sommes entrés dans le monde de la mondialisation. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai commencé mes recherches il y a 16 ans. Et c'était à ce moment-là, j'avais aucun attachement ou intérêt dans le Congo ou l'Afrique, quoi. J'ai lu plutôt par curiosité un livre sur les événements de l'époque, un livre écrit par Jules Chaumet, qui était un avocat belge qui à l'époque défendait la cause lumumbiste. Et dans son livre, il essayait d'expliquer ce qui s'était passé ici. Et à mon grand étonnement, j'ai dû constater que cet assassinat de Lumumba, qui est quand même une des assassinats les plus importants du XXe siècle, n'était pas élucidé. Il y avait des trous énormes dans l'explication, et donc j'ai commencé à étudier l'affaire, j'ai commencé à rassembler des archives, surtout des fonds privés. J'étais aux Nations Unies à New York pour examiner l'affaire, et finalement j'ai pu avoir accès aux archives des affaires étrangères, et comme ça j'ai pu élucider l'affaire en refutant la thèse que l'assassinat de Lumumba est une affaire de Bantou. Non, c'était une affaire occidentale où, avec la collaboration de certains Congolais, on a pu renverser le gouvernement congolais et à la fin aussi assassiner le Premier ministre lui-même. Oui, Ludo, parce que c'était... oui, je m'excuse, parce qu'il y avait encore une deuxième question. Sur le nationalisme congolais. Ah oui. Mais je crois que le nationalisme n'est pas incompatible avec une approche ouverte vers le monde extérieur. Je crois que le nationalisme, comme cela a été conçu par Lumumba, c'est une tentative de mobiliser la population, d'avoir l'auto-organisation d'un peuple,
d'inculquer, de stimuler la fierté dans ce peuple, le dynamisme, la confiance en soi, et sur base de ça, prendre en main son propre sort. Je crois que ça, c'est l'essentiel du nationalisme de Lumumba, et donc de développer le pays, en faire un État-nation intégré, pas seulement construire des routes comme à l'époque coloniale qui servaient à transporter les richesses du pays vers le marché mondial. Non, vraiment développer le pays, intégrer les différentes régions et développer une sorte d'économie nationale. Et ça implique, à mon avis, une certaine forme de nationalisme, une forme de protection de cette économie nationale, mais en même temps, il est clair qu'on a des échanges avec le monde extérieur, qu'il faut développer ça. Je ne crois pas qu'il y a une contradiction. Mais si on n'a pas ce nationalisme, si on n'a pas ce rapport de force à l'intérieur du pays, je crois qu'on est un peu à la merci du capitalisme international et que ça va au détriment du peuple congolais lui-même. Et en vous entendant parler, M. Lido, c'est comme si vous êtes de gauche. Je ne sais pas si je me trompe. Non, c'est vrai, j'ai une approche progressiste en ce qui concerne le monde. Le choix de mes points de recherche, c'est toujours une tentative pour élucider certaines pages noires dans l'histoire. C'est essayer d'expliquer et de mettre à nu des forces dominantes qui, en général, restent cachées, agissent derrière les rideaux, mais en temps de crise, quand ils croient que leurs enjeux stratégiques sont vraiment en danger, alors ils réagissent. Et alors, on voit vraiment à quoi ils sont prêts à faire pour défendre leurs intérêts. Et je crois que la crise congolaise, 60, quand le gouvernement Lumumba était constitué et que la Belgique a cru que toutes les richesses qu'ils avaient acquises ici dans la colonie étaient en danger, je crois que c'était le premier moment que la classe dominante belge a vraiment cru que ses intérêts fondamentaux étaient en danger. On a vu une réaction terrible, y compris des tentatives, des plans pour assassiner un Premier ministre légalement élu. Oui, vous êtes flamand, mais c'est aussi frappant de voir que c'est en Flandre où les voix s'élèvent. Il n'y a pas que vous, il y a d'autres flamands qui ont écrit, qui ont publié sur le Congo, qui sont de gauche. Mais on a l'impression qu'il y a un règlement de compte entre francophones et flamands, dans le sens que les richesses du Congo ont beaucoup profité aux francophones, ou bien aux wallons, qu'aux flamands. Est-ce qu'on se trompe? Non, je crois que ce n'est pas juste. D'abord, je veux dire, j'ai moi-même aucune ambition de jouer un rôle dans une politique de nationalisme flamand. Aucune. D'ailleurs, il n'est pas vrai que ce sont plutôt les Wallons qui ont profité de la colonie au détriment des Flamands. Non, c'était l'élite belge, donc la classe dominante belge, la Société Générale et les différents trusts coloniaux qui ont profité de ça, mais pas vraiment la population belge. Il ne faut pas oublier que l'œuvre coloniale n'était pas très populaire chez la population en Belgique. On avait une certaine méfiance envers ceux qui venaient exploiter ici les richesses au Congo. N'oubliez pas qu'en début 60, quand le mouvement nationaliste prenait un essor et que le gouvernement belge était en train de contempler si on devait intervenir militairement pour écraser militairement ce mouvement, un peu partout en Belgique, était mis un slogan sur les murs qui disait « Pas un franc, pas un soldat pour l'Union minière ». Et les syndicats belges avaient clairement dit qu'on ne pouvait pas risquer une aventure militaire, qu'ils ne voulaient pas qu'on allait envoyer des miliciens belges, des soldats belges au Congo. Donc je crois que ça, c'est vraiment pas juste. Yann? Oui, on constate que après Lumumba, on est tombé à Hamzé pratiquement dans les mêmes conditions. Pourquoi cette constance dans les milieux belges par rapport à ceux qu'on qualifie, ceux qui sont des nationalistes congolais, une certaine apathie de la Belgique vis-à-vis de tout ce qui est nationaliste, tout ce qui cherche le développement du Congo avant tout. Oui, je voudrais ajouter sur la question de M. Yann. Donc, on a l'impression que les Belges jouent toujours les sales jeux. En ce sens, aujourd'hui, vous avez écrit dans votre ouvrage,
ce sont des Belges, l'élite belge, pas la population, qui est à la base de l'assassinat de Lumumba. Quand on a assassiné Laurent Kabila ici, c'était en Belgique où il y a eu la déclaration la plus fracassante avec Louis Michel. Paraît-il qu'il a même pris de la champagne parce que Musée a été assassiné. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les malheurs qui nous arrivent aujourd'hui, ça vient pas de l'élite belge? Ben, je ne sais pas si on a bu de la champagne quand on a connu la mort quand on était informé de la mort de Laurent Kabila. Mais il est vrai qu'au moment où Laurent Désiré Kabila a été assassiné, au même moment, la commission d'enquête parlementaire belge sur l'assassinat de Lumumba était en cours. Et donc, au même moment qu'on était en train d'élucider, ou soi-disant élucider, cet assassinat, dans les interviews qu'on a pu voir à la télévision et dans les journaux avec des politiciens belges, il était tout à fait clair qu'ils cachaient difficilement leur joie que Laurent Désiré Kabila était parti. Maintenant, je ne crois pas que la Belgique est une exception. Hein. Je ne crois pas que les Français ou les Américains sont meilleurs que la Belgique. Hein. Il faut seulement voir ce qui s'est passé au Rwanda et le fait que la France a transféré donc, les milices Hutus qui ont fait la génocide vers l'est du Congo, ou le rôle des Américains en soutenant le Rwanda, y compris au moment où on a cette agression contre le Congo. Je crois que le problème n'est pas un problème caractériel d'un peuple spécifique, la Belgique ou les Français ou les Américains, mais il s'agit d'un système de domination qu'il faut qualifier d'impérialiste, c'est-à-dire on essaie de contrôler les richesses du pays. Et ça, c'est vrai pour les Américains, que pour les Français et que pour les Belges. Et je crois que ce qu'on peut dire des richesses du Congo, c'est quelque chose, on peut utiliser une expression qui a été lancée par le ministre des Affaires étrangères américain Henry Kissinger à un certain moment sur la pétrole au Moyen-Orient. Il disait « La pétrole est un produit trop stratégique pour laisser dans les mains des Arabes ». Et je crois que la même chose est vraie pour les richesses du sous-sol du Congo. En l'Occident, les classes dominantes croient que ça sont des produits, les matières premières stratégiques qu'on ne peut pas laisser aux mains des Congolais ou des Africains, et que quand il y a des dirigeants, des nationalistes qui veulent vraiment prendre en main leur propre sort et mettre à la disposition des peuples congolais et africains ces richesses, alors ils réagissent, et c'est ça qu'ils veulent éviter. Et c'est vrai pour ce qui s'est passé en 60, et c'est aussi vrai dans l'année 2010 ou l'année 2011. Oui, et tout à fait. Alors à ce moment-là, c'est vrai que c'est tout un système, l'impérialisme, mais il y a une particularité belge dans ce sens que, tout en étant conscient du fait que la Belgique est de beaucoup dans les freins au développement du Congo, mais le plus grand critique sur la situation actuelle du Congo vient de la Belgique aussi. C'est la Belgique qui dit que c'est un gouffre, c'est un désastre, alors que la Belgique oublie qu'elle a participé à ce désastre. Oui, je crois que en fait, enfin, vous faites référence, je suppose, au jugement de Karel de Gucht, hein, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Oui, enfin, je partage complètement votre point de vue. Karel de Gucht est un homme très intelligent et il ne peut pas être aussi stupide de croire qu'on peut, en insultant un chef d'État étranger, qu'il va changer sa politique et qu'il va se mettre sur les genoux devant ce ministre d'un pays européen pour dire oui, vous avez raison, je vais changer ma politique. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est d'ailleurs pas quelque chose qui est nouveau. Hein. Je me souviens quand Laurent Désiré Kabila est venu au pouvoir et à un certain moment, il voulait instaurer une sorte de contrôle d'État monétaire sur l'échange entre les francs congolais et les devises internationaux. On avait eu les mêmes réactions en Belgique, mais aussi en Europe. Donc c'est une attitude
impérial qui est un peu généralisé et par lequel on veut mettre pression sur le gouvernement congolais actuel pour qu'elle tienne compte des desiderata de l'Occident. Oui, Ludo, vous avez quand même fait des recherches, vous avez fait le tour, donc vous êtes à l'ONU, vous êtes en Belgique, aux affaires étrangères. Est-ce que vous avez eu la facilité d'accéder aux archives? Oui, j'ai eu... Est-ce que vous étiez seul ou bien ces archives étaient réservées seulement aux seuls Belges blancs aux autres? Il faut savoir que le monde académique est très réticent pour aller chercher dans les archives tous les aspects qui ont à voir avec des pages noires de l'histoire. Et je vous donne une indication très concrète. Le colonel Van de Walle, qui était qui était la main droite du gouvernement belge à l'époque ici au Congo et au Katanga, il a publié ses mémoires en 74. Et en 74, il avait déjà écrit que le gouvernement belge avait un plan et exprimé le vœu qu'il voulait assassiner Lumumba. Entre 74 et le moment que j'ai publié mon livre, il n'y avait aucun chercheur, académicien, belge ou occidental qui a exploré ces informations et qui a travaillé dessus. C'est justement parce qu'on avait peur de toucher à ça, parce qu'un académicien en Europe, il dépend pour les visas, pour les crédits, pour des subsides, de la bonne volonté des instances politiques. Et donc, on a préféré de ne pas toucher à cet élément-là. Et moi, j'étais le premier à le toucher. Donc, il y a une manque de volonté de la part de l'establishment académique pour toucher à cette affaire, parce qu'en fait, cet establishment académique a un peu les mêmes visions, le même but que la classe dominante belge. Bon, moi j'ai eu accès à ces archives parce que je travaillais déjà pendant des années sur le dossier et j'ai pu rassembler des documents d'une pile avec le document d'une autre pile, et en mettant tous ces documents ensemble, on a pu discerner tous les mots codés et toutes les informations codées qui étaient dans ces documents. Et ça, c'était pas tout à fait clair pour les diplomates qui m'ont donné l'occasion de feuilleter dans ces archives. En fait, eux croyaient que c'était moins grave qui était dans ces documents. Et d'ailleurs, après coup, on m'a dit informellement que ça a été une erreur, que j'ai pu consulter ces archives. Ils n'auraient jamais donné cette autorisation s'ils avaient su ce qui était dedans. Mais dernièrement, il y a quand même une commission en Belgique sur l'assassinat de Lumumba. Vous avez parlé du professeur Omar Sombo qui est congolais, mais ça n'a pas été facile pour lui. Non, c'est vrai, mais la commission Lumumba a été instaurée après le tollé provoqué par la publication de mon livre et surtout par le fait que le commissaire de police belge qui avait détruit le corps de Lumumba a montré 2 dents de Lumumba qu'il avait gardées chez lui comme une sorte de trophée. Et ça a provoqué un tollé et donc le gouvernement, confronté au fait qu'elle voulait jouer un rôle en Afrique centrale et où il y avait un gouvernement dirigé par Laurent Kabila qui se déclarait nationaliste, lumumbiste, le gouvernement a cru qu'on devait réagir à ces allégations. Et c'est pour ça qu'on a instauré cette commission. Bon, dès qu'on avait pris cette décision, moi j'ai proposé d'inclure des historiens et des chercheurs congolais dans les travaux de la commission, parce que, bon, somme toute, c'est l'histoire du Congo. Finalement, on a donc cherché un compromis et on a inclus le professeur Omar Sombo dans la commission, mais seulement comme, disons, expert de second rang, parce qu'il y avait 4 experts belges qui ont feuilleté dans les archives, et le professeur Omar Sombo n'avait pas accès aux archives, et après coup, il en a tiré ses conclusions, et il a écrit que finalement, au courant des travaux de la commission, il a pu faire l'expérience dans quelle mesure encore l'esprit colonialiste est dominant en Belgique et qu'il s'était vraiment senti le nègre de la commission. Oui, tout à fait. Vous avez écrit un livre qui a semé le tollé général pratiquement, et il y a eu cette enquête parlementaire belge, et puis il y a l'éclosion de la vérité. La Belgique a pratiquement reconnu sa responsabilité dans cet assassinat. Alors,
la suite, on peut s'attendre à quoi? Ben, disons, on a reconnu une certaine responsabilité morale qui était très vague. On n'a pas indiqué les responsabilités des individus dans cette affaire, bien que ça c'était une des tâches de la commission, comme ça a été décrit dans la loi qui a instauré cette commission. Et je crois que la raison est assez simple. Quand on dit assassinat de Lumumba, on dit avènement de Mobutu, installation d'une dictature qui a eu des effets désastreux sur tout le continent. Donc on veut surtout éviter qu'il y aura une certaine forme de justice et éventuellement une certaine réparation. C'est pour ça qu'on a tiré une conclusion extrêmement vague. Les autres éléments, les autres conclusions concrètes de la commission, notamment l'instauration d'un fonds Lumumba par lequel on allait subventionner des initiatives pour stimuler la démocratie au Congo, tout ça n'a pas été fait non plus. Donc, en fait, la commission est restée lettre morte. Et c'est justement pour réagir à ça que la famille Lumumba a décidé de déposer plainte contre des Belges très concrets, une dizaine de Belges qui étaient directement ou indirectement impliqués dans l'assassinat de Lumumba et contre l'État belge. Donc on a porté plainte on va porter plainte en janvier devant un tribunal à Bruxelles. Oui, Ludo, vous avez parlé des Belges qui sont responsables. En lisant votre ouvrage, on se rend compte que les Américains ont décidé et les Belges ont exécuté. Parce que ici, Larry Delvin, dans son ouvrage aussi, il en parle, qu'il a donné les quitus, la Belgique a donné les quitus, partir aussi l'Amérique. Mais ceux qui étaient sur le terrain, ce ne sont pas ni les Américains, même pas les Congolais, c'était les Belges qui ont exécuté. Vous avez l'exemple de la dent de Lumumba que l'autre a dans ses mains. Aujourd'hui, on veut savoir clairement qui a tué Lumumba. Ben, je crois que la volonté, parce que Lumumba, fin de l'année 60, Lumumba était enfermé dans une cellule de Mobutu. Et les Belges et les Américains et aussi leurs collaborateurs ici, comme les Mobutu et les autres, ils ont cru que le problème était résolu. Il était enfermé, il ne bougeait plus, on contrôlait la situation. Mais comme avant, on connaissait mal la population congolaise et à partir de l'Est, il y a une tentative de reconquête du pays par les partisans de Lumumba et dans l'espace de 2 semaines et demie, les partisans de Lumumba ont pu conquérir 40% du surface du territoire et même dans le campement où Lumumba était enfermé, il y avait le début d'une mutinerie et une des exigences des soldats était la libération de Lumumba. Et alors on a pris panique, aussi bien à Washington qu'à Bruxelles. Les Américains avaient retiré leurs tueurs qu'ils avaient envoyés pour assassiner Lumumba parce qu'ils ont cru que le problème était résolu. Et donc aussi bien la CIA que le département d'État à Washington que le gouvernement belge, ils voulaient absolument éviter que Lumumba serait libéré et qu'il revenait sur la scène politique. Les seuls qui étaient en place, qui avaient la capacité organisationnelle de transférer Lumumba vers une sorte de sous-traitant qui pouvait faire le sale boulot, c'était ou bien le Kasaï ou bien le Katanga, qui étaient 2 provinces en sécession, ou que c'était les Belges qui contrôlaient un peu la situation. C'était les Belges, et donc, suite à une ordre du ministre des Affaires africaines belge de transférer Lumumba au Katanga, on l'a transféré dans un avion belge. Et ce sont des officiers belges qui l'ont pris en charge de sa descente de l'avion à Lubumbashi. Et c'est sous leur responsabilité qu'il a été torturé et finalement a été exécuté. Il y a encore à passer? Oui, tout à fait. Le procès, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce procès exactement qui commence en janvier? Oui. Je ne peux pas vous dire beaucoup parce qu'en fait, on m'a demandé donc conseiller le team d'avocats qui introduit la plainte et c'est à eux d'en parler. La seule chose que je peux dire, c'est que
on va déposer plainte contre une dizaine de Belges sur base d'une loi de 93 qui a été votée en Belgique. Et c'est une loi par laquelle le droit humanitaire international est intégré dans le code pénal belge. Et dans cette loi, il est décidé que les infractions au droit international en temps de guerre n'ont pas de prescription. Donc même des événements qui se sont déroulés il y a 50 ans restent toujours punissables aujourd'hui. Et à l'époque, on a transféré un prisonnier politique, Lumumba, du Bas-Congo vers le Katanga, qui était une infraction à ce droit. On l'a torturé, infraction dans ce droit. On l'a assassiné, infraction. Donc il est tout à fait clair que ces actes sont punissables selon la loi belge actuelle. C'est une loi qui, jusqu'à maintenant, n'a été qu'utilisée contre des Africains, parce que sur base de cette loi, on a jugé et condamné quelques Rwandais qui étaient impliqués dans le génocide contre les Tutsis en 94. Et maintenant, donc, ce bureau d'avocats a l'intention d'appliquer cette loi aussi à des Belges, notamment ceux qui ont joué leur rôle en 60-61. Ludo, vous venez de parler de l'assassinat de Lumumba. On a encore connu l'assassinat de M. Laurent Kabila. L'impression qu'on a est que quand il y a un Congolais qui lève la tête pour dire non aux impérialistes, il est assassiné. Vous, en tant qu'intellectuel de gauche, quel conseil donnerez-vous aux Congolais pour éviter que l'histoire se répète? Oui, exactement. Je crois que pendant les dernières 50 années, le Congo a eu deux chances pour vraiment sortir de l'impasse et de faire des pas en avant qui sont significatifs. C'est avec Lumumba et Laurent Désiré Kabila, et deux fois ils ont été assassinés. Maintenant, je crois que c'est très important de ne pas être découragé. Je crois que la leçon la plus fondamentale est que il faut un programme et une action nationaliste, mais pour avancer dans cette direction, il faut construire un rapport de force. Il ne faut pas seulement agir sur base d'un politicien, bien que c'est un politicien charismatique, mais qu'il faut construire un rapport de force à l'intérieur de la société et qu'il faut mobiliser la population, élaborer une direction politique collective où les dirigeants sont en quelque sorte remplaçables. Je crois que ça c'est important. Et donc construire progressivement ces rapports de force, faire des pas en avant, un pas après l'autre, et pas sauter des ponts, sauter des pas, sauter des étapes. Je crois que ça c'est très important. Oui, Monsieur Ludo, maintenant là, les Congolais, après avoir vécu toutes ces étapes, après avoir ce qu'on appelle après deux épées brisées, la première épée Lumumba, la deuxième épée Mzee, bon, on a cru que maintenant, allons-y dans la mondialisation. Et lorsque le gouvernement actuel, dans le cadre de la mondialisation, voudrait que l'expérience chinoise puisse nous servir. Dans le milieu belge, il semble qu'il y a un tollé général. Aujourd'hui, comment, dans les milieux belges, on perçoit la présence des Chinois en RDC, alors qu'ils ne sont pas qu'en RDC. Avec leur arrivée, on a commencé à dire que Kabila commence à devenir incontrôlable. Seulement le fait que les Chinois viennent, ils commencent à devenir incontrôlables. Qu'est-ce que vous en pensez, justement? Ben, disons, l'irritation à l'Occident en ce qui concerne les contrats avec les Chinois, c'est compréhensible, parce que dans un sens, de leur point de vue, c'est un concurrent de plus sur le marché pour ces matières premières stratégiques qu'ils veulent, d'une façon ou d'une autre, quand la situation est un peu stabilisée ici, avoir à leur disposition. Bon, c'est une réaction donc d'irritation compréhensible, mais je ne crois pas que ça doit nous beaucoup préoccuper. Ce qui nous doit préoccuper est, je crois, de savoir dans quelle mesure tous ces contrats, pas seulement avec les Chinois, mais aussi avec des sociétés occidentales, viennent à l'avantage du peuple congolais. C'est ça un peu la question. Et j'ai un peu partout ici au Congo demandé
aux Congolais ce qu'ils pensent de tous ces contrats, ce qui est exactement dedans dans ces contrats, et les gens ne savent pas me répondre. Donc je crois que c'est important qu'on connaisse le contenu de tous ces contrats et qu'on voit que ça rapporte quelque chose au peuple congolais à long terme. Donc moi je crois que c'est important que maintenant on est en train de, en échange pour tous ces contrats, rétablir et renouveler l'infrastructure congolaise, qu'on construit des routes, des hôpitaux, etc. J'espère que dans ces contrats aussi, on a prévu, par exemple, d'y intégrer la construction d'une industrie nationale, locale, que ça ne se limite pas à construire une infrastructure, mais qu'on va avoir une sorte de secteur secondaire ici, où on va traiter tous ces matières premières comme début du développement d'une économie nationale. Je crois que ça, c'est important à la longue pour le Congo. Oui, Ludo, on peut pas, faut qu'on parle aussi de l'actualité. Actuellement, le Congo est en crise du fait qu'il y a eu l'agression rwando-ougandaise et burundaise soutenue par l'international anglo-saxonne. Est-ce que vous savez, vous ne pouvez pas comparer cette période, la période actuelle, où on veut couper le Kivu du Congo, à cette période de la session katangaise? C'est comme si l'histoire se répète. Ben, je crois que, je ne sais pas, je suis hésitant pour parler de cette... parce que je n'ai pas vraiment étudié cette analyse. Mais je ne crois pas que pour l'instant, on essaie de détacher le Kivu ou certaines parties du pays pour déstabiliser le gouvernement actuel à Kinshasa. Ça, je ne crois pas, non. Je crois au contraire que maintenant, doucement, les Américains commencent à réagir un peu et faire un peu de pression sur le Rwanda pour justement pour limiter ses interventions et pour garder intactes quand même les frontières du pays, les frontières du Congo. Je ne crois pas que le démembrement de l'État congolais est sur l'agenda à Washington, à Paris ou à Bruxelles. Oui, mais selon certaines informations, il y avait l'agenda sur la balkanisation du pays. Mais c'est parce que la population a résisté. Il y a eu plus de 5 millions de morts. Oui, c'est ainsi que les Américains et les autres ont changé de camp. Oui, il est bien possible que dans le chef de certains dirigeants, ici, on avait cette idée. Et effectivement, je crois que ça, c'est un des aspects positifs des dernières 115 années. C'est effectivement qu'il s'est forgé chez le peuple congolais un sens d'unité nationale, une certaine nationalité congolaise, et que la population a fortement résisté à ces interventions étrangères. Je crois que ça, c'est un élément positif et ça peut devenir un tremplin justement pour avancer cette perspective nationaliste pour laquelle le Mumba s'est combattu. Une dernière question. Oui, une dernière question. Bientôt, c'est le mois de janvier, justement. C'est le mois au cours duquel les deux pays congolais ont été brisés. Est-ce que vous avez un message au peuple congolais maintenant? Et aussi peut-être à leur bourreau d'hier qui se transforme encore en bourreau d'aujourd'hui? Ben, je crois que ce qui est important, c'est de développer une méfiance saine envers tous les pouvoirs occidentaux de l'extérieur, y compris les Nations Unies, hein, parce que les Nations Unies qui se présentent comme une institution supra-étatique, pas régie par des intérêts d'État mesquins, mais qui est régie par des valeurs comme les droits de l'homme, la paix, etc. Je crois que ça, c'est faux. Ça, c'est clairement démontré en 60-61 et on voit que les Nations Unies, c'est un rapport de force et à l'intérieur de cet organisme, ce sont les plus forts, donc les impérialismes les plus forts qui dominent et qui utilisent les Nations Unies comme un instrument. Donc je crois développer cette conscience, cette méfiance envers les pouvoirs occidentaux et se réaliser qu'il faut construire un rapport de force avec eux, je crois que ça c'est la plus importante tâche pour le peuple et pour les dirigeants qui veulent avancer l'intérêt du peuple congolais. En tout cas, Ludo, merci beaucoup. Nous espérons que les Congolais qui nous suivent ce soir pourront prendre conscience de leur destin, prendre le destin en main. J'espère que M. Diana et moi, nous sommes quand même ravis de vous avoir sur le plateau pour que les Congolais comprennent que vous êtes belges. Parce qu'il faut dire qu'ici à Kinshasa, beaucoup de Congolais ont peur de parler de leur propre histoire.
Vous savez, il y a toujours des pressions de gauche à droite. Et de voir vous, Belges, qui venez ici, donc Belges blancs, qui venez ici pour parler du Congolais, je pense que ça doit réfléchir tous les Congolais pour qu'ils prennent conscience. Une fois de plus, madame et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Lundo. À la prochaine occasion. Merci. Lundo. Merci.